Alors, tout d'abord, un grand merci d'être là aujourd'hui pour ce... Je ne sais pas si on devait appeler ça un lancement, étant donné que COVID nous accompagne encore dans notre vie. Alors, les éditions, la presse sont vraiment avec nous aujourd'hui, mais ils ne faisaient pas de lancement officiel. Et moi, je tenais vraiment à faire souligner cette sortie du livre aujourd'hui, La Voix du cœur, que j'ai coécrit avec mon amie Brigitte Vaillancourt. Elle va sûrement arriver un peu plus tard, là. Elle avait des engagements à Montréal, mais elle va sûrement arriver un peu plus tard. Donc, vous allez peut-être avoir la chance de la rencontrer ce matin. Brigitte qui a enseigné ici, que vous connaissez peut-être, qui a enseigné ici au studio et qui a été vraiment une accompagnatrice incroyable tout le long de cette belle aventure-là. Cette aventure-là qui a commencé un peu alentour de 2014 quand même. J'avais reçu des éditions La Presse une invitation à écrire un livre. Et puis, à l'époque, je me demandais qu'est-ce que je pourrais écrire. C'était tellement vaste le domaine du yoga. Alors, je réfléchissais à ça. Donc, à l'époque, je faisais les capsules dans La Presse Plus. Et ça a pris un moment. Je réfléchissais, puis aussi, je doutais de mon talent d'écrivain. Alors, vous me connaissez, vous savez que je suis une enseignante de tradition orale. Donc, moi, mon cheminement, c'est de cheminer, de lire, d'étudier, d'intégrer, puis ensuite d'enseigner à partir de cette intégration-là. Alors, l'écriture, c'est un art que je respecte tellement. Alors, j'avais un peu de doute par rapport à cette aventure-là. Et il est arrivé toutes sortes de choses dans la vie qui ont fait que j'ai repoussé le projet. Donc, le décès de mon père, la maladie d'Alzheimer de ma mère, prendre soin et tout ça. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et en 2018, Pierre Caillouette, des éditions La Presse, m'a relancée. Et ça a été vraiment, il a vraiment su me rassurer, me donner confiance, de me lancer dans cette belle aventure. Et ensemble, on s'est dit, je devrais peut-être prendre quelqu'un avec moi pour m'aider, quelqu'un qui sait écrire, qui est écrivain ou journaliste ou peu importe, pour m'accompagner dans l'écriture du livre. Et un grand merci à Pierre, puis à cette idée-là. Mais l'idée de collaborer avec Brigitte, c'est mon amoureux qui me connaît très, très bien, Jean, que vous connaissez, qui me dit « T'as pas pensé à Brigitte? Il me semble que ça serait parfait. » J'ai dit « Ben oui! » Absolument, c'était Brigitte qui est déjà écrivain, qui enseigne le yoga, qui connaît mon approche. Alors, ça a été vraiment un charme. Puis surtout que cette belle aventure-là a commencé dans une retraite en Italie, un endroit où j'adore aller, là, à la Rosa des 80. C'est un endroit magnifique. Alors, je disais à Brigitte, viens-t'en, c'est là qu'on va commencer cette belle écriture-là. On a passé une belle semaine ensemble. Puis ensuite, on s'est rencontrés, on a écrit, puis ça a donné ça. Mais ce beau livre-là, quand je le regarde, je me dis « Wow, c'est vraiment le travail de toute une équipe. » Autant, surtout, le travail de notre éditrice, Sylvie Latour, qui a fait un magnifique, qui nous a accompagnés magnifiquement, qui nous a suggéré des choses, remaniées parfois pour que ça soit vraiment fluide dans la lecture. Donc, un grand merci à Sylvie. Puis vraiment, quand on regarde pas les remerciements, mais
toute l'équipe qui travaille là-dessus. Il y a vraiment un nombre considérable de personnes. Fait que cet ouvrage-là, c'est un ouvrage d'équipe. C'est l'approche du yoga de la santé globale que j'ai mis dans ce livre. Et pourquoi la voix du cœur? Bien, la voix du cœur, en fait, c'est mon chemin. Bien sûr, quand j'ai commencé le yoga, j'ai commencé avec des approches plus dynamiques, Power Yoga, Ashtanga Yoga. J'étais dans la vingtaine. Alors, dans la vingtaine, on a besoin que ça bouge. On a besoin peut-être aussi d'un yoga plus près des sens, plus... dans mon tempérament, j'étais quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de dynamisme. J'étais entraîneur aussi, donc j'aimais ça quand ça bougeait. Mais tranquillement, cette pratique-là m'a transformée, m'a aidée à reconnecter à quelque chose qui était là depuis toujours, mon cœur. Mon cœur et les qualités de mon cœur. Donc, la voix du cœur, parce que la voix du cœur, souvent, dans la spiritualité, c'est la voix du juste milieu. Le cœur est au centre, il est bien centré. Je dis souvent, le cœur, il y a besoin d'une fondation. Les 3 premiers chakras qui sont le domaine de l'ego, en fait. Et le cœur est là, bien assis sur ce socle-là pour pouvoir s'ouvrir et communiquer avec la conscience. Donc, le cœur, c'est vraiment la voie du milieu, la voie de l'équilibre. On vit dans un monde terrestre. Donc, on a besoin d'être dans ce monde, ancré, mais aussi ouvert. Le yoga, je ne sais pas si vous l'avez senti, probablement, nous ouvre à quelque chose de plus, souvent de plus subtil, qu'on n'a pas toujours dans la vie de tous les jours quand on est happé par le mental, quand on est dans nos habitudes en lien avec le mental, on n'a pas toujours cette connexion profonde avec le soi avec un grand S. Mais à force de pratiquer les asanas, les postures, la méditation, les pranayamas, les respirations, tranquillement, on dirait qu'on retrouve cette connexion-là et surtout des états de conscience différents de notre état de conscience de la vie de tous les jours. Et à travers ma recherche, la voie du milieu, c'est celle qui me convient le mieux pour moi. Donc, c'est l'approche que j'ai mis là-dedans. C'est quoi la voie du milieu? Bien, c'est la voie de l'attention juste. C'est la voie de l'acceptation, une fois qu'on a accepté ce qui est là en nous, bien, on peut mieux activer, transformer ce qui est dukkha, la souffrance, parce qu'il y en a, il y en a tous les jours, transformer dukkha en sukha, l'aisance, le bien-être. Donc, dukkha qui est la fermeture, le mal-être, et sukha qui est le bien-être, l'ouverture. Fait qu'à chaque jour, parce que pour moi, la voie du cœur, la voie du juste milieu, de la juste tension, c'est quelque chose, je donne souvent l'exemple, c'est comme se brosser les dents. On ne peut pas imaginer de ne pas se brosser les dents pendant 3-4 jours. Ben moi, je ne peux plus imaginer de ne pas pratiquer, que ce soit des asanas, de la méditation, des respirations, ou tout simplement la pleine conscience à tous les jours. Ce qui m'aide à me ramener justement dans mon juste milieu, dans mon équilibre. Donc, j'ai toujours enseigné depuis plusieurs années, du moins, là, quand j'ai retrouvé ce juste milieu, cette voie-là, qui est une voie spirituelle très, on dit grounded, très enracinée, mais qui nous amène à l'ouverture de conscience. Donc, c'est une approche que j'enseigne depuis plusieurs années. Vous y avez goûté, soit par vos cours ou quand vous venez au studio ou par les retraites surtout. Pour moi, les retraites, c'est vraiment
une occasion extraordinaire d'explorer en profondeur nos 5 couches. Brigitte qui fait oui, qui a goûté à ça dernièrement. Les séances d'1h30, c'est super. J'essaie toujours d'organiser une séance d'1h30 pour qu'il y ait vraiment l'approche complète. C'est quoi l'approche complète? Ben, c'est la pratique dans les 5 couches. Fait que c'est comme ça que j'ai organisé le livre. L'approche pour les 5 couches de notre être. Alors, c'est certain que dans les classes, on peut, ne serait-ce qu'une pratique de 1 demi-heure, d'1 heure, d'1h30, se ramener par quelques postures, quelques pranayama, respiration, un peu de méditation. C'est facile, si on le fait souvent, de se reconnecter à soi, de prendre une distance de l'agitation mentale. Alors, c'est comme ça que j'organise mes séances, c'est comme ça que j'organise mes retraites, mais c'est certain que dans une retraite, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut aller de plus en plus en profondeur. Donc, j'aimerais juste vous rappeler c'est quoi les 5 couches. Je sais que vous les connaissez. Le corps physique, le plus grossier, Annamaya Kosha. Ensuite, on a un corps, le corps physique contient la couche Annamaya Kosha, ou qu'on appelle la couche de nourriture. Ensuite, on a dans le deuxième corps plus subtil, on a 3 couches. La couche énergétique, Pranamaya Kosha. Ça, quand on ferme les yeux, là, c'est celle où on sent notre énergie vitale. Tu sais, des fois, dernièrement, j'ouvrais mes yeux et oh, je suis fatiguée. C'est comme si tout à coup, foum, toute la pandémie me rattrapait. Tu sais? Et là, je sentais comme une espèce de fatigue. Puis, mais là, c'est intéressant lorsqu'on a l'habitude de rentrer à l'intérieur et d'écouter ce qui se passe. On peut aller chercher les textures de la fatigue et, dépendamment des textures, ben là, on peut faire une pratique adéquate pour se ramener au centre équilibré, harmonisé, dans l'énergie plus sattvique. Donc, notre énergie, des fois, peut être tamasique, des fois, ça peut être rajasique. Nous, ce qu'on veut, c'est la ramener dans l'état sattvique. Vous avez tout ça là-dedans. Après, on a notre couche mentale émotionnelle. Bien, cette couche-là, c'est souvent, je le démontre avec les poupées russes, là. Elle est au centre, elle aussi. C'est le milieu. La couche mentale émotionnelle, c'est toutes nos pensées, ce qui se pense, nos émotions, nos sentiments. Très en lien avec l'inconscient. Donc, tous les sutras de yoga de Patanjali, pas tous les sutras, mais la plupart des sutras s'adressent à cette couche-là parce que c'est celle qui nous cause le plus de souffrance. Alors, c'est important pour moi d'en parler de Manomaya Kosha, la couche mentale émotionnelle, parce que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas pris une distance pour la regarder, l'accepter, l'accueillir, voir de quoi elle est faite, bien, on se fait mener par le bout du nez par cette couche-là. C'est elle qui décide. C'est comme une espèce de corps, le corps mental émotionnel qu'on a comme ça, là, en avant. Et Carmen qui arrive. Viens, ma belle Carmen. Bonjour. Allô. Il y a une place juste là, dans le fond. Alors, cette couche mentale émotionnelle est en avant, on peut la ressentir en avant de la colonne vertébrale. Et puis, bien, elle peut être pacifiée, autant par la respiration, mais aussi par certaines postures. Et elle est très, très connectée aussi à l'autre couche un peu plus subtile encore, qui est notre intellect. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'essayer, moi ça m'arrive des fois, comme le mental émotionnel est tellement agité, j'ai de la difficulté à m'organiser. Tu sais, ça peut être long faire des biscuits, là. Je tourne en rond, j'arrive dans le frigo. Qu'est-ce que je cherchais? Ah ben non, c'est vrai, c'est dans l'armoire. S'il y a trop de soucis ou quoi que ce soit. Par contre, quand ma couche mentale émotionnelle est à sa juste place, que je suis bien, que je respire bien, ben je peux faire ma comptabilité, je peux organiser mes sessions, c'est comme le mental,
et la couche plus de l'intellect va faire vraiment ce qu'il y a à faire, beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de discernement aussi. On peut se dire, bon, je vais respirer là-dedans, puis je prendrai ma décision plus tard. Hein, il y a plus de sagesse aussi. C'est le corps de la sagesse, cette partie-là de notre être. Elle est très, très proche de... c'est l'intellect, mais c'est aussi l'intelligence. Lorsqu'elle est purifiée, cette couche-là, on a accès à l'intelligence avec un grand I, l'intelligence créatrice. On devient aussi très, très efficace dans recevoir nos potentiels, puis mettre au service nos potentiels. Donc, c'est une intelligence qu'on a, l'intelligence du corps, l'intelligence de l'esprit, l'intelligence du cœur peut se révéler lorsque tout ça s'est pacifié. Bien, vous le vivez hein, après soit une retraite ou même une séance de yoga. On arrive des fois, on est un peu agité, un peu désorganisé, puis après une séance, on a le goût de bien manger, on a le goût de prendre soin de nous, prendre soin des gens qu'on aime. Tu sais, comme on dirait que tout reprend sa juste place. Ça nous aide aussi à nous reconnecter plus facilement, plus intelligemment à notre dernière couche. Quand on regarde les poupées russes, c'est la plus petite, là, celle qui est toute pleine. Elle est pleine parce que c'est un noyau qu'on a en nous qui est plein. Donc, quand on a accès à ça, on sent la plénitude, on sent... on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. C'est heureux. C'est la couche qu'on appelle Ananda. Ananda qui veut dire béatitude, qui veut dire joie, mais ce n'est pas une joie qui est conditionnée. Je vais être joyeuse à condition que ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Fait qu'on a juste à rentrer à l'intérieur. Alors, dans le livre, je sépare chaque chapitre et je donne pour chaque couche des outils de pratique. Alors, soit des asanas, des pranayamas, je vous parle des différents vayus aussi, les méditations qui vont s'adresser plus à la couche mentale, émotionnelle, les méditations pour l'intellect, puis des pratiques pour reconnecter à Ananda, à la couche spirituelle. Parce que elle, on n'a pas à la transformer, elle est là. Tu sais, elle est là, elle attend. Puis souvent, on va la sentir au niveau du cœur et ça émerge dans la conscience. Fait que c'est le but du yoga. Hein? Le deuxième sutra de Patanjali nous dit « Yoga Chitta Vritti Nirodha ». Le yoga est l'arrêt de l'identification de notre être à l'agitation mentale, mais aussi c'est d'arrêter de s'identifier uniquement à notre corps physique, à notre tempérament, parce qu'on a tous un tempérament différent. Mais lorsqu'on recule, quand on se positionne dans Ananda, c'est là qu'on sent qu'on est tous une. Donc, il n'y a plus de différence. On connecte à l'être. Quand on est de être à être, d'ailleurs, namasté, c'est ce que ça veut dire. Quand on est de être à être, ben on s'aime. Il n'y a plus d'arguments. On argumente beaucoup de ce temps-ci. Alors, ça, c'est pacifié, puis on est connecté. Puis après ça, ben, Ananda, ce qui est magnifique quand on arrive là, c'est qu'elle se diffuse dans toutes les autres couches et elle transforme les autres couches. Donc, le « je suis », là, qui est très enseigné par ses grands maîtres, là, connecté au « je suis ». Pas « je suis Lynn Saint-Roch ». J'enlève le Saint-Roch, j'enlève le Lynn, j'enlève femme professeur de yoga ou quoi que ce soit. Tu sais, ça fonce, ça se détend. Puis là, à un moment donné, on arrive à pas grand-chose, mais ce pas grand-chose-là, il est immense. Il est immense. Puis quand on connecte à ça, je sais que vous avez fait ces expériences-là.
ben, c'est de l'ouverture, hein? C'est du sukha, mais Ananda est encore plus vaste que sukha. Sukha, c'est du bien-être. Donc, sukha, on peut l'atteindre avec notre pratique. On peut transformer ce qui est dukkha en sukha. Et puis là-dedans, ben, je vous donne aussi les grandes clés de la transformation. Les 4 grandes clés de la transformation. Bien, je ne vais pas toutes vous dire, là, parce que je veux vous garder des surprises. On va regarder juste les photos. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça m'a permis aussi, c'est beau, hein? Les photos sont magnifiques. Et Simon a fait un travail magnifique, là, tout décortiquer le texte, sortir du texte pour mettre ça dans des petites colonnes. Fait que ça, c'est très esthétique, très épuré. Bien, ça me ressemble. Et ça ressemble beaucoup à Brigitte aussi. On s'entendait beaucoup aussi sur le visuel. Donc, on était très, très contente d'être accompagnés par Simon. Et donc, il est très beau. Je suis très contente. Ça m'a permis, vous me connaissez très bien, certaines pour l'enseignement des postures. Vous me connaissez peut-être aussi pour l'enseignement de la méditation. Mais ça me permet d'aller un peu plus loin, puis à la lumière de ça, quand vous l'aurez lu, on pourra avoir des beaux échanges aussi, vous pourrez me poser des questions, je serais vraiment heureuse de vous répondre. Et quand je fais des ateliers d'un jour ou des retraites d'une journée, c'est accessible, on peut toujours, je donne toujours le temps aux gens aussi de poser des questions pour qu'il y ait des belles discussions à travers les enseignements. Alors, encore une fois, je vous remercie vraiment beaucoup. Je remercie vraiment les éditions, la presse. C'était toute une aventure. Des fois, je ne savais pas si j'aimais ça écrire un livre. Honnêtement, c'est exceptionnel. C'est très intéressant pour l'ego. Hein, ça donne une autre opportunité de polir un peu plus, remettre l'ego à sa juste place. Et de passer à travers les obstacles de la peur aussi. Donc, ça m'a donné confiance d'offrir vraiment, je suis fière d'offrir cet objet-là à tous ceux et celles qui voudront bien se le procurer. C'est un beau cadeau à faire parce que vous pouvez offrir ce livre-là même à quelqu'un qui ne fait pas de yoga. Je l'ai fait dans cette optique-là. Je l'ai fait pour les gens qui pratiquent. Une pratique, pour moi, le yoga de la santé globale, c'est simple. C'est pas compliqué. C'est pas un yoga où on se met le pied en arrière de la tête. C'est une pratique de posture de base, de respiration. J'ai mis les respirations là-dedans qu'on peut faire de façon sécuritaire et des méditations simples. Mais il n'y a pas un proverbe qui dit « dans les petits pots, les meilleurs onguents », dans la simplicité. J'ai déjà eu un maître en yoga qui disait « keep it simple ». Le plus c'est simple, mieux c'est. Donc, vous pouvez sans crainte l'offrir à quelqu'un qui aimerait se mettre à la pratique du yoga pour la santé, ne serait-ce que la santé du corps. Déjà là, c'est vraiment quelque chose de s'occuper de notre santé. C'est d'honorer ça, hein, cette terre d'accueil-là. D'ailleurs, j'ai failli l'appeler terre d'accueil parce que pour moi, quand on vit là-dedans, on vit dans une terre d'accueil, puis de prendre soin de nous, c'est tellement important. C'est de respecter tout ça, tout ce qu'on est. Alors, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mais je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été là ce matin. Ça me fait chaud au cœur de le présenter. Merci.